Je me suis exprimé sans avoir, bien sûr, un texte. Comment écrire un texte dans cette période de tension et d'action? Je me suis exprimé avec mes mots qui à la fois étaient ceux de l'émotion, de ce que je ressentais, de ce que les Français pouvaient également avoir immédiatement à l'esprit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette horreur? Le mot horreur qui vient spontanément. Et je me suis exprimé comme président de la République, qui devait agir, qui devait prendre des décisions, qui devait engager des actions, qui devait à la fois dire que la peur existait. Elle était d'ailleurs voulue par les terroristes. Ils veulent nous faire peur. Mais que nous étions capables, par nos moyens propres, dans une démocratie, de surmonter nos peurs pour agir et pour gagner cette guerre qui nous était faite. Et donc après, nous nous dirigeons vers le lieu même du Bataclan. Et là, je vois encore des victimes qui ont échappé, heureusement, à la mort, qui sortent du Bataclan et qui sont là, dans une espèce de torpeur, avec un regard hagard, et qui voient un président qui est là, comprenant là qu'il y a une présence qui non pas les rassure, mais qui montre que nous sommes tous conscients de ce qui se produit et prêts à agir. Ensuite, lorsqu'à 2h, 3h du matin, on en a terminé dans l'action, comment se séparer avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, la ministre de la Justice, les fonctionnaires qui ont été là, comment aller retrouver sa chambre à coucher et essayer de dormir, c'est impossible. Donc on s'est retrouvés ensemble au ministère de l'Intérieur, on a passé la nuit à parler. Voilà pour ce témoignage de François Hollande. On va en parler avec vous. Bonjour Elisabeth Martichoux. Bonjour, merci Ariane. beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour Merci Ariane. également d'être là, directeur général opinion de l'IFOP. On va revenir sur ce 13 novembre, évidemment, qui résonne en chacun d'entre nous. Elisabeth, Frédéric, vous, 10 ans après, quel souvenir vous regardez de cette soirée-là, Elisabeth? Qu'est-ce qui vous a marqué? Le sentiment, je me souviens, je crois que c'était Emmanuel Macron qui avait parlé de la fin de l'insouciance. Et c'est vrai qu'on a beaucoup dit qu'après des décennies de paix, etc., avant l'agression russe en Ukraine, il y a eu ce sentiment de vulnérabilité extrême à laquelle nous étions, cette vulnérabilité à laquelle nous étions exposés. Et c'est quand même la sidération. Alors, étions-nous prêts ou pas? Il y a eu depuis des révisions, des processus, évidemment, de détection de ce type d'attaques et d'attentats. Des attentats sont chaque année déjoués. Ça veut dire qu'en permanence, l'ennemi tente de nous atteindre. Et nous ne serons jamais prêts à 100%. Nous nous sommes néanmoins renforcés. La France, alors ce sont des grands mots, ça paraît très loin, mais la France a tenu. Il n'y a pas eu de déliquescence. Il y a eu vraiment un sentiment, encore une fois, à la fois ouais, le mot est un peu galvaudé, mais c'est le plus juste que je trouve, de sidération, de solidarité, de grande compassion à l'égard des victimes, et par ailleurs, une société qui est extraordinairement divisée. Ça c'est pas Frédéric Dabi que je vais l'apprendre. Et cette fracturation, elle n'a pas été réparée par l'agression que la France a subie. Donc la fin de l'insouciance, une forme quand même de France qui tient, mais une fracturation qui demeure. Et puis par ailleurs, chacun peut avoir... Moi j'habite dans le 11e, pour tout vous dire, donc c'est vrai que ce soir-là, j'avais été très vite... avisée de ce qui se passait et très très inquiète de ce qui pouvait se passer pour des proches. Donc voilà, je l'avais vécu, pas physiquement, ce serait indigne par rapport aux vraies victimes, mais vraiment j'étais très très proche physiquement. Vous aussi, Frédéric, vous en gardez un souvenir Un souvenir marquant, 10 ans après? personnel extrêmement fort, qui a un lien avec le Sénat, parce qu'un sénateur communiste, pour ne pas le
nommé Pascal Savoldelli m'avait convié au Stade de France. Je n'avais pas pu y aller pour des raisons familiales. Et j'ai souvenir d'un échange quelques minutes avant avec Rémi Féraud que vous avez reçu ce matin. Et on parlait de la campagne pour les élections régionales. Et je me souviens qu'on avait fait une émission ensemble à une époque à RTL où on était dans la dernière ligne droite. Et il me disait, ce week-end, je me repose avant les 3 derniers week-ends. Il ne s'est pas reposé en tant que sénateur-maire du 10e arrondissement. En tout cas, oublions mon cas personnel, ça a été, quand on interroge les Français sur l'histoire du pays, le premier choc. Quand on demande aux Français, spontanément, pas dans des sondages, dans des enquêtes qualitatives, de raconter la France depuis 10-15 ans, le mot qui sort, c'est le mot choc. Et le premier choc, c'est les chocs 2015-2016. Charlie, Clarissa Jean-Philippe, l'hypercachère, ce 13 novembre qui a été un véritable climax et qui a fait oublier d'autres attentats très forts également. Quand pour le CRIF en 2022, on fait une enquête sur les 10 ans des attentats de Toulouse et Montauban, le souvenir est assez fugace parce que c'est complètement éclipsé par 2015. 2016 également, Saint-Étienne de Rouvray et Nice. Et c'est vrai qu'on a publié une enquête avec l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès sur ces attentats, avec un regard croisé. Parce que j'entends ce que dit Elisabeth en tant que parisienne du 11e arrondissement. Parisien, ensemble des Français, et pour les Parisiens, c'est une sorte d'empreinte de cet attentat sur leur ville. 60% se souviennent précisément, je pense que c'est notre cas à tous les trois et à nos téléspectateurs, de ce qu'ils faisaient le soir de l'attentat. Il y a des sentiments mêlés. L'ensemble des Français, c'est encore de la peine et de la colère, plus de colère que de peine. Les Parisiens, 10 ans après, c'est la peine qui ressort. Vous avez peut-être vu quelques tweets ou quelques posts sur les réseaux sociaux où on égrène le nom et la qualité et la trajectoire des différentes victimes. Le Monde avait fait un très beau travail de ce point de vue-là après 2015. Et c'est vrai que c'est cette idée de choc et l'idée très claire que le terrorisme, c'est d'abord un acte de guerre. On a voulu toucher au mode de vie de la France. On a voulu faire payer François Hollande. Entre parenthèses, François Hollande, c'est peut-être sa meilleure intervention vers 23h, 23h30 le 13 novembre, où il dit « c'est une horreur ». Et dans les enquêtes qui ont suivi, on a vu à quel point il avait fait corps avec le pays. Ça aussi, ça a permis au pays de tenir, même si, à partir de 2016 et les attentats de Nice, pour la première fois, et c'est toujours maintenant le cas, la confiance des Français à l'égard des pouvoirs publics pour lutter contre le terrorisme est désormais minoritaire, parce que ça arrive. Ouais, un mot effectivement sur François Hollande. Elisabeth, on recevait Rémi Féraud, on le disait, qui était maire du 10e ce soir-là, et qui nous disait la prise de parole de François Hollande, les mots qu'il a prononcés, c'est ce qui a permis de réaliser ce qui est en train de se passer. Il a une qualité, François Hollande, que personne ne lui conteste, c'est l'empathie. Et donc il a manifesté ce soir-là à la fois la gravité, il a personnifié, en tout cas dans sa formulation, il a bien traduit la gravité du moment. La France était attaquée en son cœur, 139 victimes, plus de 90 personnes au Bataclan. Et en ce moment, on entend les témoignages de ces victimes du Stade de France et du Bataclan. Et ce qu'elles vivent, ce qui me frappe, c'est que parfois, on en découvre encore. On est encore, je veux dire, dans l'apprentissage de ce que ça a été pour chaque individu, d'être exposé au Kalachnikov, aux terroristes, aux prises d'otages dans ce petit conduit du Bataclan, ce père de famille qui a été aussi... par exemple, au Stade de France, qui a été blessé et qui ne s'en remet pas. Je trouve que c'est très important de dire que 10 ans après, évidemment, les victimes payent encore ce traumatisme, ce polytraumatisme parfois. Mais François Hollande, à ce moment-là, il a personnifié la gravité et l'empathie. Et c'est là où on sent qu'un président, c'est vrai, fait corps quand même avec son peuple. Et il a cette qualité-là. Il a des défauts. Les Français n'ont pas manqué de le lui signifier. Mais ce soir-là, il a été, c'est vrai, une forme de médiateur entre ce qui se passait et les Français. Et Frédéric, il y a eu un avant, un après 13 novembre. Est-ce que les Français ont changé leurs habitudes depuis ce 13 novembre ? Alors oui, non. Non, parce qu'il y a une forme de résilience. On a dans l'enquête IFOP pour la Fondation Jean Jaurès une énorme majorité de Français, de Parisiens, y compris les Parisiens vivant dans les quartiers 10, 11, 12, c'est-à-dire les arrondissements qui ont été touchés par les attentats contre les terrasses, qui déclarent ne pas avoir changé leur manière de voir les choses. Mais, vous voyez, on le voit sur l'écran, une part non négligeable, un petit quart, sont sur une logique, oui,
j'ai changé mes comportements avec des stratégies d'évitement. Les Parisiens, je le répète, ils sont presque une majorité à dire ils y pensent à chaque fois qu'ils passent devant le Bataclan, c'est près de la place de la République, quand ils passent devant les terrasses. Il y a la belle équipe, il y a le petit Cambodge, il y a souvent des matchs, bien sûr, au Stade de France. Il y a eu cette ardoise magique des Jeux Olympiques du mois de juillet 2024 où on n'a plus parlé du Stade de France que dans des sens très très positifs. Mais ça reste, je dirais, enquisté chez les Français. Il y a ce choc traumatique auprès de l'ensemble des Français. Puis il y a eu des films, il y a eu le travail que fait Denis Péjanski, il y a eu cette série Les Vivants. Enfin, il y a tout ce travail-là, socio-culturel, mais il y a aussi, je dirais, l'empreinte pour la ville de Paris. Et quand Anne Hidalgo a parlé, par exemple, de son premier mandat, où elle a été réélue en 2020, elle raconte également les chocs connus par les Parisiens. Et c'est vrai que c'est peut-être le choc ultime de ce qui a touché Paris, même s'il ne faut pas oublier 86, la rue de Rennes, la galerie Point-Chaud, la Poste, l'attentat du Louvre, bien sûr 95 avec Khaled Kelkal, mais 2015, je dirais, a été le choc ultime de notre vulnérabilité par rapport au terrorisme. Et puis, il y a eu le procès. Oui, il y a eu le procès. Comme moment de réparation. Avec Salah Abdeslam, condamné, on en reparle en ce moment, parce qu'on parle de justice restaurative, vous vous rendez compte, qui permettrait aux victimes, si elles le souhaitaient, elles-mêmes de rencontrer le terroriste. Donc voilà, tout ça, évidemment, compte dans la résurgence, la réminiscence. Et les Français qui vivent avec une menace terroriste toujours présente, hein, c'est ce que dit Manuel Valls, qui était le Premier ministre. On va l'écouter, il était l'invité ce matin de TF1. La menace extérieure, nos services de renseignement le disent, elle est toujours présente. Évidemment, il n'y a plus un califat, mais regardez, l'État islamique cherche à se reconstituer aujourd'hui dans le chaos de la Syrie. Il y a des groupes toujours de l'État islamique en Afghanistan et au Pakistan, même s'ils ont été réduits grâce à une très forte coopération avec notamment le Pakistan. Et puis il y a surtout la situation très inquiétante, un risque là de califat au Sahel, au Mali. La lutte contre l'islamisme, l'islam politique, les frères musulmans, le salafisme, ça doit être une grande priorité. C'est aussi une lutte politique, éducative, idéologique qui va durer pendant plusieurs années. C'est une affaire de génération. Une menace qui a changé de nature, mais une menace terroriste toujours présente, Elisabeth. Ben oui, et on reparle effectivement de consolidation du djihad islamique en Syrie, sur les ruines de ce pays depuis le départ de Bachar el-Assad. Je pense que, encore une fois, ça ne disparaîtra pas. Il y aura toujours, quelque part, des ennemis de la démocratie qui tenteront... Alors, depuis, c'est agrégé à ça, encore une fois, la menace russe. Puisque là aussi, les Russes tentent d'atteindre notre mode de vie. Et ça s'est combiné dans le sentiment d'inquiétude des Français. Mais oui, elle est toujours là, la menace djihadiste. Et encore une fois, il y a aussi, pardon, je disais cela tout à l'heure, mais il y a aussi la division interne quand même à la société française, autour des musulmans, autour de l'islamisme. On voit bien les partis politiques qui s'affrontent sur ce sujet. De ce point de vue-là, ça n'a pas du tout créé de front commun face à la menace extérieure, du tout. Oui, je partage ce que dit Elisabeth. Nous, depuis le 11 septembre 2001, l'IFOP a mis en place un indicateur de la menace terroriste qui est très spectaculaire. C'est qu'il ne bouge quasiment pas. Il est toujours extrêmement haut. Alors, l'intensité est plus forte sur l'item. La menace est très élevée après un attentat qui réactive ça, parce qu'on a parlé des gros attentats de 2015, mais on oublie ces attentats low cost de ces dernières années, au marché de Noël à Strasbourg, rue du 4 septembre, c'est à quelques mètres d'ici, du côté du quartier de l'Opéra, sur le pont fait Bir Hakeim. Il y a ce terrorisme du couteau qui fait que les Français restent extrêmement mobilisés. Là où j'ai un point de nuance par rapport à ce que dit Elisabeth, oui, il y a de la fracturation. Mais la fracturation, elle est souvent entre une partie du personnel politique et ce que nous disent l'ensemble des Français. Les Français, de manière générale, sur la question de l'insécurité, du terrorisme, l'insécurité qui est le premier déterminant du vote aujourd'hui aux élections municipales, et même si les Français ne pensent pas terrorisme systématiquement, ça reste un fond de sauce, une toile de fond très importante. Les Français sont beaucoup moins divisés qu'on le dit sur ces questions, où ils attendent, bien sûr, de la fermeté la plus forte. Et c'est vrai qu'il y a une gêne par rapport à des partis politiques qui ont des difficultés à nommer le terrorisme, à parler d'islamisme, à parler d'assimilation aux musulmans qui n'ont rien à voir. Ça aussi, ça crée de la division sur un fond où les Français sont beaucoup plus en communion qu'on le dit.
Un dernier mot là-dessus, Elisabeth. Oui, vous avez raison. Sur la sécurité, je pense que c'est assez consensuel. Oui. Sur les causes de la menace. Vous avez raison. Alors là, pardon, les déjeuners en famille, c'est cataclysmique. Chacun est du côté de la table et parfois on ne se parle plus. Donc vous avez raison, l'insécurité, ça réunit tout le monde. Les causes de l'insécurité, ça divise. On va parler d'un autre sujet, l'actualité au Parlement. Puisqu'hier, les députés ont voté la suspension de la réforme des retraites, les socialistes ont salué une victoire, mais la gauche s'est fracturée, tandis que les macronistes se sont majoritairement abstenus. Alors cette suspension sauvera-t-elle Sébastien Lecornu? On voit ça avec Adrien Pain. C'est un renoncement majeur du gouvernement. L'Assemblée nationale a adopté. En fin d'après-midi, l'Assemblée vote pour la suspension de la réforme des retraites. Après avoir réclamé cette suspension depuis des semaines, le PS se félicite. Nous sommes très fiers de ce qui vient de se passer à l'instant dans les murs de ce Parlement. Ce que chacun doit comprendre, c'est que c'est une victoire d'étape et que désormais, le totem qui était un totem absolu pour la Macronie a été ébranlé et ce débat-là ne disparaîtra plus de nos écrans. Il sera un des débats majeurs de l'élection présidentielle de 2027. De son côté, Renaissance s'est abstenue à contre-cœur. Car pour le camp macroniste, c'est un pas en arrière sur une réforme emblématique du second quinquennat. Ce que vient de faire l'Assemblée nationale, c'est tout simplement retirer un morceau de scotch sur un système des retraites qui prend l'eau de toutes parts. Cette suspension fracture la gauche de l'hémicycle. Contrairement aux socialistes et aux écologistes, LFI s'y oppose. Nous présenter comme une grande victoire, non pas la suspension, mais le décalage d'1 an du calendrier d'application de la réforme Borne. Personne n'est dupe. Une division de la gauche pointée du doigt par le RN. Renaissance est contre la suspension, ils vont voter pour. LFI est pour, ils vont voter contre. Les communistes sont pour, ils vont voter contre ou peut-être s'abstenir. LR est contre, ils vont voter pour. La balle est désormais dans le camp du Sénat, où la majorité de droite et du centre est hostile à la suspension de la réforme des retraites. Et on va en parler évidemment, Elisabeth Frédéric. Est-ce que c'est une victoire des socialistes? Est-ce que c'est un coup dur pour les macronistes? En vous écoutant, je me dis, voilà, c'est une espèce de somnambulisme. Est-ce un renoncement? Est-ce une victoire? Il n'y a rien de binaire dans cette affaire. Mais rien. C'est absolument illisible. Franchement, les partis dits traditionnels ont donné des verges pour se faire fouetter par Marine Le Pen. Elle a raison. Elle a raison que LFI vote contre la suspension de la réforme des retraites. Alors, contrairement à ce que dit Marine Le Pen, tous les macronistes n'ont pas voté pour la suspension. Il y a eu de l'abstention. Mais voilà, au nom de... Donc voilà, fallait-il sauver Sébastien Lecornu? Était-ce le prix à payer pour un peu de stabilité politique? Je vais vous dire, ce qui m'inquiète le plus, parce que là, c'est illisible, c'est incompréhensible. On a un système de retraite qui n'est plus finançable et qu'on vient d'alourdir encore de 300 millions et plus d'1,5 million pour 2027. C'est absolument, je ne veux pas dire irresponsable parce que j'ai de l'estime pour les politiques. Ils essayent de faire, évidemment, de faire avancer ou maintenir la machine dans des conditions difficiles. Mais enfin, c'est quand même assez stupéfiant ce qui se passe. Mais tout le monde dit, bon voilà, allez, on arrête la réforme, on verra en 2027. Et pourquoi en 2027, nous aurions des débats plus, je veux dire, plus responsables qu'aujourd'hui? C'est ça que je ne comprends pas. C'est que non, en fait, ça sera la même chose. Et c'est ça qui est terrifiant. Mais ce que dit Elisabeth est extrêmement intéressant. Les Français, et j'ai fait beaucoup de déplacements avec des maires, dans le cadre de congrès locaux, les maires nous disent, les Français ne comprennent rien. Il y a quelque chose de simple. À tort ou à raison, l'opinion publique n'a pas bougé depuis 2022-2023. Elle était contre cette réforme des retraites, avec un chiffre qui n'a pas changé. On a reposé la question pour LCI il y a quelques semaines. 2/3 des Français contre la réforme de la retraite à 64 ans. Ça monte à 3/4 chez les personnes concernées, chez les classes actives, chez les salariés. Maintenant, cette suspension permet à Sébastien Lecornu de retrouver de l'air, mais c'est vrai qu'il y a une forme d'incompréhension par rapport à des choses qui ne sont pas cohérentes. Et à rebours de ce que vous dites, beaucoup de Français nous disent dans nos enquêtes qualitatives vivement la campagne présidentielle pour trancher. Alors peut-être que c'est un leurre, peut-être que c'est un leurre, peut-être que c'est une utopie, et les Français convoquent une campagne. Celle de 2007, une campagne de renouvellement, puisque Jacques Chirac n'était pas candidat, comme en 2027 où Emmanuel Macron ne pourra pas être candidat, et on espère du renouvellement
des idées. Un Édouard Philippe favorable à la retraite à 67 ans. Gabriel Attal qui propose cette mesure assez innovante des 1 000 € à la naissance. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de projection peut-être un peu somnambule sur dormez bonnes gens, on ne bouge pas jusqu'en 2027 et la campagne va tout régler. C'est peut-être dangereux d'avoir un réceptacle unique. Les Français, ils l'attendaient, cette suspension, ils la souhaitaient. Ah bien sûr qu'ils la souhaitaient, mais on l'a encore... Oui. 3/4 chez les actifs, dites-vous. Voilà, 3/4 chez les actifs. Récemment, et le chiffre n'a pas bougé. Vous voyez, quand la réforme des retraites de 2010 a été adoptée par Nicolas Sarkozy, François Fillon et Éric Woerth, on avait une petite majorité de Français favorables. Quelques mois après, on est passé à autre chose. Là, les Français n'ont jamais tourné la page de cette réforme. Et c'est le PS qui va en tirer profit ou pas ? Plutôt, puisque je pense que le PS crée de la distinction par rapport à la France Insoumise, qui reste un parti repoussoir pour une énorme majorité de Français. Maintenant, la traduction, par exemple, municipale de ce qui vient de se passer, n'oublions pas que le taux de maintien au second tour est extrêmement bas. Le seuil de maintien, c'est 10% des suffrages exprimés. Et on sait qu'il y a beaucoup de listes insoumises qui sont là uniquement dans les grandes villes pour faire chuter les maires socialistes sortants. On verra d'ailleurs, je parle sous votre contrôle, mais c'est sans doute après les municipales qu'on pourra vraiment avoir un paysage politique post-crise parlementaire. Là, on va voir comment ça se traduit, même si les municipales, ce sont des élections très, très particulières par rapport aux législatives et à la présidentielle. Il y aura sans doute un rapport de force qui pourra être analysé et qui déterminera les stratégies des différents partis. Et on va écouter une maire, justement. C'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, invitée ce matin d'RTL, qui se félicite du retour de la culture de compromis. C'est une culture du compromis qui nous manquait beaucoup. C'est la bonne méthode. Dialogue social et un parlementarisme où on respecte les groupes parlementaires, où la discussion se fait à l'Assemblée sous le regard public des Françaises et des Français, où le vote entérine ses choix. Je pense que c'est la bonne méthode qui peut nous permettre de nous en sortir. C'est la bonne méthode. Est-ce que c'est aussi ce que pensent les Français, Frédéric ? Est-ce qu'ils soutiennent, est-ce qu'ils saluent cette méthode Lecornu ? Je pense que Sébastien Lecornu bénéficie d'un micro-état de grâce. État de grâce, c'est peut-être trop fort, mais il bénéficie de la distinction par rapport à un François Bayrou que les Français ne voyaient pas agir et sur lequel pesaient des critiques sur ce qu'il était, toute une série d'affaires. Bétaram, l'idée que la grille de lecture, c'était l'inaction, qu'il était là pour durer, il était là pour durer plus que pour endurer. Et donc Sébastien Lecornu a un vrai crédit de confiance, sachant que les Français sont moins nombreux que par le passé à souhaiter une dissolution. Jusqu'à il y a encore quelques semaines, c'était une manière de trancher le nœud gordien de cette instabilité et de cette situation où les Français ne comprennent pas ce qui se passe et voient une classe politique, compte tenu de la situation spécifique qu'on connaît depuis le 7 juillet, se parler à elle-même, être autocentrée plutôt qu'être dans le dialogue vertueux traditionnel entre représentants et représentés. C'est ça l'éclipse du politique, c'est une crise du résultat. Les Français nous disent rien n'avance, rien ne se fait, c'est pas complètement vrai là, et une crise de l'écoute où il n'y a plus de dialogue. Donc je pense que ce type de solution, suspendre cette réforme des retraites, permettre au gouvernement Lecornu de continuer. Oui, ça a plutôt être, j'ai envie de dire, mollement salué. Mais je le répète, les Français se projettent déjà sur la campagne présidentielle. Est-ce que Sébastien Lecornu est perçu et visualisé par les Français ? Je ne suis pas sûre que les Français, dont vous dites vous-même, vous le mesurez, qu'ils jugent là dans une espèce de brouillard, enfin regardent ça dans un brouillard, on ne sait pas s'il perce Sébastien Lecornu. En tout cas, vous avez raison. Comme Premier ministre, pardon. Et vous avez raison, et il est en plus sur un mode de communication extrêmement discret. Il serait minimaliste, hein, c'est du Eric Romer, hein, si je puis dire, si on prend une métaphore cinématographique. C'est-à-dire l'idée qu'il se dit lui-même comme il s'est présenté lui-même comme le Premier ministre le plus faible de la Ve République, ce qui n'est pas complètement faux. En tout cas, il essaye de durer. Il a quand même des vrais crédits. Il joue à la fois sur l'expérience, le passage au ministère des Armées, ministère qui n'est pas touché par cet imaginaire du déclin, le sert beaucoup, et puis une forme de renouvellement et cette capacité à dialoguer. Le compromis dont Anne Hidalgo faisait l'éloge, c'est pas exactement ça. Là, c'était vraiment un rapport de force. Sébastien Lecornu a beaucoup lâché. Et à un seul parti, le parti socialiste, dans un contexte de mi-chantage, mi-compromis, avec l'espoir... C'est pas, si vous voulez, la même chose qu'un gouvernement qui est issu d'une majorité relative, quand même suffisamment forte pour travailler avec ses partenaires. Là, c'est une esquisse de compromis, je dirais que c'est pas très satisfaisant quand même.
hein, et ça se fait sur le dos, évidemment, de la dette public pour l'instant. Parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Hein. Ah bah, vous êtes bien placé. Je vous confirme. Au Sénat, le texte va arriver. On va suivre ça. On va revenir. On va revenir. Ah bah, avec grand plaisir. On aura de quoi dire. Et on termine par la dernière information, c'est la libération de Boualem Sansal, hein, qui a été libéré hier, gracié par l'Algérie 1 an après son arrestation. On recevait au début de cette émission le président du comité de soutien à Boualem Sansal, Arnaud Benedetti, qui nous parlait des coulisses de cette libération. L'écoute. Les autorités allemandes ont fait pression sur les autorités algériennes. Alors, il est vrai qu'en plus le président allemand a une relation de proximité avec Monsieur Tebboune, donc ça a certainement inévitablement aidé. Mais après, les Allemands ont, disons, procédé à une diplomatie qui est une diplomatie de discrétion, indéniablement, et vraisemblablement, on sait très bien que les hiérarques algériens aujourd'hui vont souvent se faire soigner en Allemagne. Je pense que cet élément-là aussi a pu peut-être quelque part aider à dénouer cette situation. Emmanuel Macron a dit que c'était les efforts constants de la France, le fruit des efforts constants de la France, cette libération. On entendait Arnaud Benedetti, c'est l'Allemagne finalement qui a réussi à obtenir sa libération. C'est la diplomatie, d'abord. Donc voilà. Ensuite, oui, c'est l'Allemagne parce que l'Algérie ne voulait pas faire ce cadeau à Paris. Voilà. Donc effectivement, il fallait en passer par le président allemand qui avait reçu Tebboune il y a quelques années, le président algérien qui s'est fait soigner en Allemagne, qui avait été touché par cet accueil, par cet accord, et donc qui a accordé aux Allemands ce qu'ils refusent à la France par principe. Le pouvoir algérien ne voulait pas faire ce cadeau à la France. Et la France, elle en a rabattu après les rodomontades de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, dont les parents sont algériens. Et il est né à Bourges, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Mais il était arrivé, les parents d'Algérie, 2 ans avant sa naissance. De la ville d'Oran. D'Oran. Merci, Laurent. Et donc, voilà, et ça a permis, il y a eu une fenêtre. Et pardon, de toute façon, la première chose qu'il faut dire, on se réjouit pour Boualem Sansal, qui est actuellement en Allemagne où il va être soigné. Merci beaucoup Elisabeth. Frédéric, on dit un petit mot de votre livre, L'écharpe et les tempêtes. Face aux maires, la défiance inattendue. Tout à fait, ça parle des élections municipales à venir et des maires qui sont aujourd'hui le pilier de la République, mais un pilier fragilisé parce que dans une logique de descente de charge, tous les enjeux nationaux pas traités leur redescendent. L'international arrive dans les campagnes. Et est-ce qu'un dégagisme municipal est possible alors que traditionnellement, le maire est l'élu de confiance, réélu presque automatiquement? En tout cas, il y a beaucoup de questions qu'on pose avec Brice Sogol. Et à lire à 4 mois des municipales. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup Elisabeth. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, je vous retrouve depuis Albi, dans le Tarn, où se déroulent les Assises nationales des départements de France. Émission spéciale à suivre toute la matinée sur notre antenne. À demain.